Voilà, ok, là tu peux à nouveau partager. Très bien, puis ben, je pense que je vais démarrer de toute façon, hein. Ouais, alors je vais te présenter quand même, hein. Ah oui, c'est Donc, vrai. bah oui, parce que les aînés te connaissent, mais pas les jeunes. Donc, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir, enfin de recevoir, de virtuellement recevoir Pauline Martinetto. Donc, Pauline Martinetto est maître de conférence à l'Institut Niel. Alors, j'ai tenu à la faire parler parce que d'abord, elle a un talent certain pour présenter ses résultats. Mais surtout, l'idée, c'était de vous montrer qu'avec de la physique, de l'état condensé, on peut faire des choses extrêmement différentes de ce à quoi vous pouvez penser habituellement. Et en particulier, vous savez qu'au synchrotron, donc, vous avez toute une série de lignes, hein, donc je pense qu'elle va vous expliquer ça. Et vous en avez une qui est dédiée au travail sur des matériaux historiques et culturels, donc c'est ce dont elle va vous parler. Et alors, la première fois que j'ai entendu parler de Pauline, c'était quand elle était arrivée à Grenoble, j'avais vu quelque chose sur les phares égyptiens, c'était ça, Pauline, Oui, à l'époque. Et donc, elle avait travaillé en thèse à Paris et en collaboration avec le Louvre. Je ne me trompe pas. Et j'avais c'est trouvé ça. ça extrêmement intéressant de voir que finalement, la physique, ce n'était pas quelque chose qui pouvait être fermé finalement, je vais aller dire, aux semi-conducteurs, aux diodes, etc., mais que ça pouvait être ouvert à beaucoup de choses qui, moi, personnellement, me passionnent. Et je trouvais intéressant de voir que la pluridisciplinarité, ça pouvait avoir un sens vraiment concret et passionnant. Voilà, donc je laisse la parole à Pauline. Ben, merci beaucoup, Laurent, pour cette introduction. Voilà, tu as quasiment tout dit, donc je ne sais pas ce que je vais pouvoir dire de plus. Je vais peut-être juste arrêter ma vidéo, ça sera peut-être moins perturbant que de me voir parler. Donc oui, tu as quasiment tout dit et voilà, en particulier, donc je vais vous parler aujourd'hui de techniques synchrotron qu'on peut mettre en œuvre pour étudier les matériaux anciens ou patrimoine du matériau, les matériaux du patrimoine culturel, pardon, comme vous voulez. Donc effectivement, je suis enseignant-chercheur, je fais ma recherche donc à l'Institut Niel. Donc comme tu l'as dit, ben, c'est un laboratoire de recherche fondamentale en physique de la matière condensée, donc on y fait plein de choses, mais nous sommes quelques-uns, en particulier dans l'équipe MRS, donc matériaux et non-structures, à s'intéresser, à étudier ces matériaux anciens. Et puis, ben, j'enseigne aussi à moitié de mon temps, donc j'enseigne à l'IUT au département mesures physiques. Donc, bien sûr, on ne fait pas ces études tout seul, comme tu l'as dit, c'est très pluridisciplinaire. Donc, on travaille beaucoup en collaboration, je reviendrai juste à la diapositive d'après, avec des gens qui vont plutôt porter les problématiques sur des sciences humaines. Donc, en particulier, à l'UGA, on a certains laboratoires spécialisés en histoire de l'art. Et puis, on a la chance aussi d'avoir pas très loin un laboratoire de conservation-restauration des œuvres. Et donc, on travaille bien sûr en collaboration avec ces gens. Donc, voilà le plan que je vais suivre rapidement aujourd'hui. Donc, déjà, se demander pourquoi, se poser la question pourquoi c'est intéressant d'étudier les matériaux anciens du patrimoine culturel, en quoi ils sont spécifiques, pourquoi effectivement on regarde et on va se servir plus particulièrement des techniques qui utilisent des faisceaux, des rayons X et en particulier ceux qui sont produits par une installation synchrotron. Et donc, alors je rappellerai ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens pour lesquels ça va être peut-être vraiment des choses très simples, mais j'ai quand même voulu redonner quelques notions basiques autour des techniques, en particulier donc synchrotron qu'on utilise et sur donc, les différentes lignes qu'on peut trouver. Et puis, par contre, dans la partie 4, voilà, ça sera, on va dire, l'exemple que j'ai choisi. Donc, l'exemple que j'ai choisi aujourd'hui, c'est vous parler de polychromie qu'on trouve sur des sculptures qui sont datées du Moyen-Âge, 15e, 16e siècle, fin du Moyen-Âge. Et c'est en particulier des sculptures qu'on étudie dans le cadre d'un projet, un projet donc financé par l'IDEX de l'Université Grenoble qui s'appelle Patrimalp, où donc on collabore à grand nombre de laboratoires. Et comme je vous disais, plus particulièrement ici, donc avec les gens d'Arc Nucléaire, l'atelier de restauration-conservation qui est hébergé au CEA à Grenoble,
pas très loin de l'Institut Niel, et puis un laboratoire d'histoire de l'art qui s'appelle le LUCI, et un laboratoire UGA. Et donc, ce sont les travaux, les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui de deux postdocs, Florian Kergoulet, qui a travaillé sur le sujet, on va dire, 2018-2019, et Ariane Pinto, qui est actuellement postdoc également sur le sujet. Voilà, et puis donc on voit une de ces sculptures, on la reverra plus tard. Donc c'est ce qu'on appelle des pietas ou des vierges de pitié, hein, c'est une scène très codifiée, qui date donc de la fin du XVe siècle et qui est conservée actuellement au musée savoisien à Chambéry. Alors, pourquoi s'intéresser et analyser les matériaux anciens ou le patrimoine culturel? En fait, on s'aperçoit que ces matériaux anciens, on peut les voir comme des sortes d'enregistreurs en fait, de toutes les activités humaines qui ont été à la base de la création artistique. Et donc, nous, ce qu'on va chercher à retrouver dans la matière, dans le matériau, c'est justement toutes les traces, les marqueurs pertinents qui vont pouvoir nous permettre de retrouver les gestes artistiques des artistes et des artisans. Donc, évidemment, tout ça, ça nous donne des éléments pour, bien sûr, faire avancer la connaissance en archéologie, en histoire de l'art, dans l'histoire des matériaux de manière générale. Ça nous permet aussi souvent d'avoir des informations sur, on va dire, les processus d'altération de certains matériaux simples. On va voir, nous, dans le cas, par exemple, ça va être des métaux. Et puis, bien sûr, ça nous permet aussi d'avoir des informations pour mieux arriver à conserver, restaurer ces œuvres et voir les dater également. Donc, le problème de ces matériaux, si j'ose dire, par rapport à des matériaux modèles qu'on sait produire en très grande quantité, c'est bien sûr qu'il va falloir les utiliser tels quels. Donc, souvent, ils sont précieux, uniques. On a souvent accès, on va le voir, à des micro-fragments. Donc, il faut arriver à adapter ce qu'on fait habituellement. Et puis, ce n'est pas des matériaux modèles du tout. Ils sont souvent très, très hétérogènes. Donc, justement, j'ai repris l'exemple que tu citais tout à l'heure, qui était un des travaux que j'avais fait il y a déjà quelques années sur donc, des phares égyptiens. Donc, voilà, les phares noirs là, qui sont très symboliques de l'ancienne Égypte, époque pharaonique. Et donc, effectivement, on avait eu la chance de pouvoir prélever au département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre des petites quantités de matière de ces maquillages, donc dans des pots à fards qu'on retrouve assez régulièrement, assez fréquemment dans les tombes égyptiennes. Et voilà une vue du mélange qu'on a extrait, du micro-prélèvement. Donc ça correspond vraiment à une tête d'épingle, si vous voulez avoir un ordre d'idée du volume qu'on peut extraire. Donc c'est une image en microscopie électronique à balayage du mélange. Et on voit qu'effectivement, ce sont des poudres avec des mélanges très compliqués. Donc, on voit des cristaux ici assez gros qui sont assez identifiables. Donc, en fait, c'est avéré du sulfure de plomb, de la galène, mais c'est pris avec plein d'autres phases, on voit des morphologies très différentes. Donc, voilà, on a en gros ça, des mélanges très, très compliqués. Et il faut arriver à extraire là-dedans l'information qui va nous permettre de remonter à la recette ou au savoir-faire ancien. Et donc, c'est très stimulant puisque finalement, en sciences des matériaux, si on se place dans ce côté du physicien ou du physico-chimiste, ça va nous obliger à innover à la fois dans les méthodes d'analyse et également dans les expériences qu'on peut faire, voire dans les instruments. Donc, voilà. Alors, pourquoi on aime bien travailler avec des rayons X pour étudier ces matériaux, les matériaux en général? Donc là, j'ai rappelé des choses très basiques. Donc, effectivement, on va se placer ici, dans ce domaine du spectre électromagnétique, avec donc les rayons X qui ont des longueurs d'onde courtes, donc des hautes énergies, ce qui va nous permettre quand même d'avoir des longueurs de pénétration assez importantes, même pour les matériaux absorbants. Donc, on va voir qu'on va pouvoir, dans certaines techniques, avoir accès à la structure interne, comme ça, volumique d'un matériau. Et puis, l'avantage, c'est bien sûr qu'on va avoir une interaction avec les couches électroniques profondes des atomes et ça va nous donc permettre de faire des analyses physico-chimiques. Donc, comment on peut générer des rayons X? Donc, bien sûr, on peut faire des expériences en laboratoire et on en fait beaucoup. Donc, ce n'est pas mon thème, ce n'est pas ce que je mets
aujourd'hui en avant, mais bien sûr, on travaille beaucoup en laboratoire. Donc, en laboratoire, on sait produire des rayons X, mais évidemment, comme vous le savez, ces rayons X vont être à des énergies données. Donc, par ici, on a différents tubes, différentes anodes. La plupart du temps, on travaille avec le cuivre à 54 angstroms, mais ça nous permet seulement d'avoir, je dirais, des rayons X à des énergies données. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir tendance à essayer de travailler dès que possible, après un travail préliminaire en laboratoire sur grands instruments, parce que, en particulier pour les matériaux du patrimoine, le gros avantage qu'on va trouver sur synchrotron, c'est qu'on va avoir un flux de rayons X important. Ça va nous permettre de faire des acquisitions relativement rapidement et donc un grand nombre d'acquérir un grand nombre de résultats, donc potentiellement de garder un grand nombre d'œuvres ou de micro-fragments, pouvoir faire de la statistique. Ça nous permet bien sûr d'avoir aussi des rayons X avec une énergie donnée. Et on va pouvoir comme ça choisir en fonction de l'expérience qu'on veut, l'énergie ou la longueur d'onde voulue. On va pouvoir accéder à des énergies très importantes, on va le voir dans la suite, comme je le dis, pour pouvoir pénétrer profondément ou traverser même certains volumes de matériaux. Et puis, ce qui est très important, c'est qu'on peut aussi avoir accès à des micro-faisceaux et ça va nous permettre de balayer en fait ce micro-faisceau devant l'échantillon, voire devant l'œuvre, pour faire de la cartographie. Donc, c'est pour ça qu'on va, dès qu'on peut, essayer de faire ces expériences et d'accéder aux lignes synchrotron. Alors, à l'Institut Néel, on a le gros avantage d'avoir accès assez facilement à des lignes appelées CRG. Donc, CRG, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire Collaborating Research Group. Et moi, je travaille beaucoup avec les gens de D2AM, c'est le nom de la ligne, qui est, on va le revoir tout à l'heure, on a fait pas mal d'expériences. Ils sont aussi partenaires du projet Patrimal et c'est une ligne très polyvalente où on va pouvoir faire à la fois de la diffraction et de la fluorescence. Et donc, avec cet accès privilégié, on peut en plus tester de nouvelles manières de prendre des données, par exemple, on va le voir dans la suite. Donc voilà, et juste bien sûr pour dire que la source de l'ESRF en plus a évolué. L'année dernière, en 2020. Donc, les lignes de faisceau, et en particulier la ligne D2AM, vient de retrouver son faisceau. Et donc, on voit qu'on a maintenant une brillance de faisceau qui est encore bien supérieure à celle qu'on avait avant. Et donc, je reviendrai dans la conclusion, mais ça peut permettre aussi d'envisager d'autres types d'expériences. Alors, maintenant qu'on a des rayons X, on a des matériaux, qu'ils soient anciens ou pas. Donc, évidemment, toutes les techniques sont basées sur les interactions rayons X-matière. Donc, ça, évidemment, pour plein de gens, c'est des choses très connues. Mais je me permets quand même de rappeler ça. Donc, alors ça, c'est juste issu d'une petite animation. Alors, j'ai mis ici la source que j'ai utilisée. Donc, juste, ça permet de voir ce qui se passe lorsque on envoie, ici, j'ai choisi 200 rayons X incidents sur 1 cm de matériau qui est ici de l'aluminium. D'accord? Donc, si on voit ce qui se passe et qu'on fait une petite simulation, en gros, qu'est-ce qui peut se passer? Soit on a le photon initial qui est simplement transmis, d'accord? Pas d'interaction. Donc là, c'est ce qui est indiqué en noir ici, et donc il y en a 24 sur les 200 qui ont réussi à traverser l'échantillon. Soit ils sont modifiés dans le sens où ils sont diffusés en gardant leur énergie ou pas. Donc là, c'est ce qu'on compte dans la diffusion Thomson et diffusion Compton. Donc c'est ce qui est représenté ici en rose et vert. Et soit ils sont absorbés, d'accord? Et donc, c'est tout, bien sûr, ici, le phénomène qu'on voit principal, et c'est ce qu'on appelle l'absorption photoélectrique. Donc, à partir de ça, donc ces différents modes d'interaction, on a accès à différentes techniques, évidemment, différentes informations, et c'est ce que je vais montrer dans la suite en prenant chaque fois des applications dans le domaine des matériaux du patrimoine. Donc, si on regarde, on s'intéresse aux photons qui ont été transmis. On va faire ce qu'on appelle de la radio ou tomographie. Et donc, on va accéder à la morphologie interne et à la densité du matériau.
Si on s'intéresse aux photons X qui ont été absorbés, on va voir qu'on va pouvoir accéder à ce qu'on appelle la fluorescence X et donc à la composition chimique du matériau. Et puis, si on s'intéresse enfin aux photons qui ont été diffusés, on va pouvoir, et en particulier diffuser élastiquement, on va faire ce qu'on appelle de la diffusion, la diffraction des rayons X. Et dans ce cas-là, on va pouvoir accéder à la structure ou à la microstructure du matériau. Donc, je vais commencer bien sûr par mon premier exemple. Donc, on regarde les photons X transmis et on fait de la radio ou de la tomographie. Donc, qu'est-ce qu'on appelle de la tomographie? Donc, tomographie, tomos, ça veut dire juste, on va dire, tranche ou coupe, on va dire en grec. Et nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va s'en servir comme une technique d'imagerie non destructive et on va essayer de décrire finalement de manière quantitative une tranche de matériau sans réellement couper ce matériau. Donc, on va faire une tranche dans un matériau, dans un volume. Donc, on a l'habitude, et ça, je pense que tout le monde connaît la tomographie qui est basée juste sur le phénomène d'absorption des rayons X, d'accord? C'est exactement le principe de la radio. Donc, on a un faisceau qui arrive avec une intensité I0, il est atténué à travers une tranche de matière, d'accord? Et ce matériau, ayant un coefficient d'absorption massique égal à l'UL, on a cette loi-là, d'accord? Donc, ce qui est intéressant, c'est que si on arrive à enregistrer un très, très grand nombre de radiographies comme ça, pour différents angles du matériau, on va être capable de reconstruire un volume de l'objet qui va montrer à la fois les différences d'éventuellement d'épaisseur, mais surtout de densité de l'objet, différentes parts de l'objet. Donc voilà, juste un exemple très simple du principe. Donc on envoie un faisceau de rayons X sur un cylindre, là, on a un détecteur. Quand on prend deux radiographies pour deux angles différents, on arrive à reconstruire seulement cette image. Et si on enregistre un très grand nombre de radios, voilà, on arrive à reconstruire vraiment la coupe de ce cylindre. Si on prend l'exemple d'un matériau un peu plus réel, on va dire, voilà, on va donc reconstruire ce qu'on appelle des sinogrammes. Donc ici, on a une projection entre l'angle oméga et la translation suivant X. Et en faisant une reconstruction tomographique, on va pouvoir, comme ça, situer les différents matériaux avec leurs différentes densités. Donc ça, c'est juste lorsqu'on a basé, on a juste basé la tomographie, où on reconstruit nos images à partir de l'absorption des rayons X. La chance qu'on a sur synchrotron, et en particulier à l'ESRF, c'est qu'on a une source cohérente de rayons X, et on peut donc faire ce qu'on appelle de l'image de contraste de phase. Donc on ne va pas seulement reconstruire une image sur l'absorption, mais aussi en se basant et en regardant en fait les interférences qui sont générées à l'interface entre l'air et l'échantillon. Et il se trouve de manière très simplifiée, si on regarde, que si on éloigne en fait fortement le détecteur de l'échantillon, on est de plus en plus sensible à cette différence de phase et on peut donc reconstruire comme ça, enregistrer cette différence de phase et reconstruire des images en contraste de phase. Donc, on appelle ça Propagation Phase Contrast Microtomographie parce qu'encore une fois, si on éloigne beaucoup, on a une distance échantillon-détecteur importante, on va améliorer encore la résolution de l'image. Donc là, j'ai juste mis un schéma très, très simplifié de la ligne à l'ESRF, donc, qui est dédié à ce genre d'application. Donc, on arrive ici avec un faisceau parallèle sur l'échantillon, très simplifié, et loin de l'échantillon, on met donc le détecteur. Donc, voici les images qui sont dans ce cas-là, qu'on peut obtenir. Donc, ici, c'est juste une image qui est obtenue à partir du contraste de phase seul.
Et ici, on a la même chose, mais avec un contraste de phase qui exploite également la propagation. Donc, on voit que, bien sûr, on arrive à des qualités d'image très bien supérieures. Et donc, en particulier, l'équipe de Paul Taforo regarde et s'intéresse à tous les fossiles qui peuvent être emprisonnés dans des roches ou autres substrats. Donc, je voulais juste vous donner cet exemple, finir sur cet exemple, puisque je le trouve très impressionnant. Je pense qu'il y a une petite animation, je vais essayer j'espère que ça va fonctionner. Donc, c'est les travaux qui, effectivement, sont faits par l'équipe de Paul Taforo, donc qui travaille en paléontologie essentiellement, mais pas que. Donc, j'ai mis son site ici. Il y a maintenant une grande banque de données avec différentes images obtenues donc en images de contraste de phase en propagation. Donc là, j'ai pris juste cet exemple. Donc, c'est sur un momie d'un crocodile donc, qui a été regardé et étudié donc, par tomographie. Donc, alors, je ne sais pas si ça va fonctionner. Oui, vous voyez les choses? Oui, j'ai l'impression que ça fonctionne. On ne voit rien. Pardon? On ne voit rien. Ah, vous ne voyez pas. Mais je pense que c'est parce que vous avez partagé que votre PowerPoint et pas le reste de votre écran. Oui, alors je vais essayer d'arrêter le partage et d'aller chercher voilà, ça, et je pense que vous allez le voir. Est-ce que maintenant vous voyez ce qui ressemble à une tête de crocodile? Oui, c'est bon. Maintenant. Voilà, donc voilà, c'était juste pour vous montrer, donc il y a une publication que j'ai citée, et puis associée, il y a cette petite vidéo qui est assez parlante. Vous voyez, on peut en fait peler en gros le crocodile, donc on voit le crâne de crocodile, et ce qui était très intéressant ici, la conclusion qu'ils ont pu faire et tirer à partir de ces images, donc c'est bien sûr des momies qui datent de l'ancienne Égypte, donc les Égyptiens momifiaient une très grande partie de leurs animaux. Et si je reviens là, juste pour vous montrer, là, on voit très bien, donc je ne sais pas si j'ai repris la vidéo où il fallait, mais en tout cas, ce qu'ils ont pu montrer, voilà, c'est ça. C'est qu'ici, en fait, le crâne du crocodile avait été fracassé, ce qui montre qu'en fait, c'était des crocodiles sauvages qui étaient chassés et non pas des élevages comme on pouvait l'imaginer, donc ces crocodiles étaient chassés puis momifiés. Voilà, donc c'était juste pour vous donner un exemple de ça. Je vais arrêter ce partage-là et puis je vais reprendre mon partage. Voilà. Donc, vous voyez que c'est très impressionnant. On arrive à reconstruire des images et à accéder effectivement à l'intérieur de la momie ici sans la peler évidemment réellement. Mais par contre, c'est ce que j'ai mis là, ça reste des images, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès à l'information ni chimique ni structurelle. Donc, dans la suite, voilà, je reviens à mes différents modes d'interaction que voilà, j'ai rappelé tout à l'heure. Et maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de regarder ce qui se passe. Donc, lorsqu'on regarde, on sent finalement les photons X qui sont arrêtés par absorption photoélectrique. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire en utilisant la fluorescence X. Donc, pareil, j'ai rappelé ça, je pense que tout le monde connaît. Donc, on a un faisceau de rayons X qui arrive sur les atomes de notre échantillon. On a un électron qui est éjecté ici. Et puis, donc, on a un retour à l'état fondamental qui se fait par émission de photons X. Et on a donc ce qu'on appelle différentes lignes d'émission qui, bien sûr, dépend à chaque fois de l'atome qui a été ionisé. Et on peut donc, comme ça, en enregistrant les énergies des photons X de fluorescence, identifier les éléments en présence. Donc voilà, donc j'ai mis cette petite animation très simple. On a le photon X qui arrive, on a différents éléments. Chaque élément émet à une énergie donnée. Et donc, évidemment, si on a un détecteur de fluorescence X, on va pouvoir, comme ça, identifier la composition chimique élémentaire du matériau. Donc, j'ai pareil pris un exemple, c'est des travaux qui sont faits sur la ligne ID21 de l'ESRF. Donc, cette fois, j'ai pris comme exemple un papyrus
de l'ancienne Égypte. Enfin, c'est relativement époque romaine, c'est relativement tardif. Et donc, cette équipe s'intéressait à essayer de comprendre les encres et la composition des encres qu'on voit ici, encre rouge et encre noire. Donc, un schéma pareil, très très simplifié de la ligne. Donc, on a les photons X qui arrivent, on choisit une certaine énergie de longueur d'onde, et puis on a tout un système ici d'optique qui permet d'amener et de faire un tout petit faisceau sur l'échantillon. Et on place ici cette fois un détecteur de fluorescence X. Et on peut, comme je l'ai dit, en balayant ici le microfaisceau devant l'échantillon, recréer, retracer des cartographies chimiques élémentaires. Donc ici, c'est issu de cette publication-là. Les auteurs ont suivi en rouge l'ocre, en fait c'est de l'oxyde de fer. Le papyrus, donc ils ont essentiellement suivi le signal du calcium. Et puis ce qui est intéressant et intriguant, c'est qu'effectivement, ils voient qu'il y a aussi autour des lettres la présence de plomb et de phosphore. Ce qui est très, très intéressant sur cette ligne, donc je ne l'ai pas dit ici, mais c'est qu'on peut adapter en fait la taille du faisceau. Donc là, c'est une image qui est prise avec un faisceau relativement gros, 100 microns. Et on peut, après, donc ça c'est la même image, accéder à des tailles de faisceaux plus petites. Et donc ici, ils ont regardé juste cette petite zone-là. Et ils ont de la même manière suivi la distribution des différents composés. Donc, on voit qu'en fait, le pigment d'oxyde de fer est dispersé à la surface du papyrus. Et on voit, donc si après on prend encore un plus petit faisceau et qu'on regarde encore un plus petit faisceau, en tout cas on fait une cartographie avec encore un plus petit pas, et ben on voit qu'on a le plomb et le phosphore qui créent une image où on voit qu'en fait, on voit apparaître toutes les cellules qui délimitent le papyrus et la cellulose du papyrus elle-même. Et donc, les auteurs ont expliqué qu'en fait, c'était dû probablement à l'ajout d'un liant dans l'encre qui vient à base de plomb, qui vient ensuite interagir avec la cellulose pour, on va dire, particulièrement se concentrer dans ces endroits-là. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on peut faire en fluorescence X. Donc, ensuite, là, on accède à la composition chimique élémentaire. Si je reviens à mes différents modes d'interaction, il nous en reste un, c'est donc lorsqu'on va faire de la diffraction des rayons X et s'intéresser donc aux photons X qui sont diffusés élastiquement. Et cette fois, ce qui va être intéressant, c'est qu'on n'aura plus, bien sûr, accès seulement aux éléments chimiques, mais également, on va pouvoir nommer les composés puisqu'on remonte à la structure, donc à l'organisation des différents atomes. Donc, pareil, un rappel très, très simple. Donc, je pense que pour plein de gens, c'est connu, archi connu. Donc, ce qui nous intéresse dans la diffraction, c'est qu'on va donc regarder ce qui se passe. Donc, on a ici, lorsque on a donc une matière qui est un cristal, donc on a des atomes qui sont donc ordonnés. On a une distance interréticulaire entre plans cristallins qu'on note D2HKL, HKL étant les indices de binaire de ce plan. On considère donc qu'on a ici des photons X qui arrivent à une certaine longueur d'onde, un certain angle d'incidence. Et donc, on a bien sûr la loi de Bragg qui nous dit qu'on va avoir diffraction dans certaines directions de l'espace, donc avec un angle également θ donné, et que donc on va pouvoir récupérer des photons X de même énergie dans des directions particulières de l'espace qui vont donc nous renseigner sur la manière dont sont organisés ces atomes. Donc, si on a un gros cristal, on fait donc de la diffraction sur monocristal, on envoie des rayons X, et donc sur le détecteur, on va avoir des tâches de diffraction avec une certaine, qui correspond donc à certains indices de Miller HKL, une certaine intensité. Évidemment, dans les matériaux du patrimoine, on a rarement des monocristaux, bien sûr. Donc, ce qui va plutôt nous intéresser, c'est ce qui se passe dans le cas où on a des petits cristaux et où on va donc s'intéresser à la diffraction, qu'on appelle sur poudre.
Donc, si on a un seul petit cristal, donc voilà, certains, on va dire à peu près 1 micron cube, on va donc de la même manière obtenir, on va dire, un cliché une image de monocristal avec des taches. Si on en a un autre, on aura bien sûr d'autres taches, etc., etc. Et si on considère donc qu'on a une poudre, donc une assemblée d'un très grand nombre de tout petits cristaux, eh ben, on va avoir donc, ce qu'on appelle une image de diffraction des rayons X sur poudre, donc qui peut se présenter de cette manière-là. Et si on trace un profil dans l'image, on fait ce qu'on appelle une intégration azimutale, et ben voilà, on a un profil de diffraction classique que vous avez peut-être rencontré et qui permet d'identifier cette fois, bien sûr, les cristaux en présence. Donc, voilà de manière générale, quand on a un diagramme de diffraction sur poudre, on peut accéder à un très, très, très grand nombre d'informations. Nous, ce qui nous intéresse surtout dans les applications qu'on trouve dans les matériaux, pour les matériaux anciens, c'est ça, c'est essentiellement d'exploiter les réflexions, donc les pics de Bragg, leur position, pour faire donc de l'analyse quantitative, donc identifier les cristaux en présence, et puis, bien sûr, également exploiter l'intensité de ces pics de Bragg pour faire de l'analyse quantitative et quantifier les mélanges de cristaux. Donc maintenant, j'arrive à mon exemple, après toutes ces, on va dire, ces rappels sur les différentes techniques, puisque, en fait, dans l'exemple que je vais vous présenter, on va essayer de combiner la tomographie avec la fluorescence et la diffraction pour finalement essayer d'accéder à une imagerie 2D, voire 3D, on verra, à la fois chimique et structurelle. Donc, voici le principe et la manière dont on va faire l'expérience. Donc, cette diapositive ici prend un exemple de ce qu'on fait en diffraction, mais on pourrait faire la même chose, bien sûr, en fluorescence. Donc, c'est ce qu'on appelle la fluorescence ou la diffraction en mode tomographie. Donc, on va à la fois finalement combiner ce qu'on fait en diffraction des rayons X sur poudre, donc on va la faire en transmission, donc on a le faisceau focalisé qui arrive ici sur l'échantillon. Donc, si on zoome, l'échantillon, nous, qui va nous intéresser, c'est on va avoir un micro-fragment, d'accord? Donc, ce micro-fragment, on est capable de le faire tourner sur lui-même, puis également de le translater, donc ici, par exemple, dans la direction X. Et puis, on va mettre un détecteur de diffraction 2D après cet échantillon. Et puis, on va également placer ici un détecteur de fluorescence pour enregistrer à chaque fois la diffraction et la fluorescence. Donc, on associe à la fois donc, la diffraction des rayons X avec une translation et une rotation de l'échantillon dans ce faisceau focalisé. Donc, on va comme ça enregistrer un très, très grand nombre d'images de diffraction et de spectres de fluorescence. Donc, nx fois n oméga, si x et oméga sont donc l'angle et la direction dans laquelle on translate l'échantillon. Et lorsque on intègre ces images de diffraction, on a comme ça le même nombre de diffractions, de diagrammes de diffraction. Donc, un très grand nombre, on va le voir après. Ensuite, on peut faire ce qu'on appelle une analyse directe de ces données, c'est-à-dire qu'on va calculer un diagramme somme, on va sommer tous ces diagrammes individuels et on va choisir comme ça dans le diagramme somme des régions d'intérêt. Donc j'ai donné 2 exemples ici. Si par exemple je prends ce pic de Bragg en rouge ici, on peut tracer le sinogramme, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc ça représente le signal suivant les axes oméga et x. Et si je fais de la reconstruction tomographique, j'obtiens finalement et recréer une coupe, comme si j'avais fait une coupe ici, virtuelle, par exemple à ce niveau-là de mon échantillon. Et donc, je suis capable de dire que dans cette coupe, voilà, le gypse est placé ici.
Si je choisis un autre pic de braque que j'ai placé en vert, qui est si caractéristique d'un pigment rouge qu'on appelle le cinabre ou vermillon, et bien pareil, on va pouvoir placer dans la coupe virtuelle l'emplacement, la localisation de mon pigment. Donc ça, c'est le premier type d'analyse qu'on peut faire. Je peux faire aussi de l'analyse inverse, c'est-à-dire que cette fois, je peux prendre ce qu'on appelle un voxel ou un pixel de l'image et reconstruire son image de diffraction. Et dans ce cas-là, vous voyez que j'ai une sensibilité qui est très, très importante par rapport à ce qu'on peut faire en diffraction. En diffraction classique, on dit qu'on a une sensibilité de quelques pourcents sur la phase qu'on recherche. Là, comme on est sélectif, on peut descendre jusqu'à 0,1%. Vous voyez ici, en fait, en faisant ça, j'ai vraiment sélectionné seulement la réponse et la réponse en diffraction, donc le diagramme du cinabre. OK? Donc, c'est pour ça que finalement, à la fin, en faisant donc comme ça de la tomographie... Pardon? Oui? Quelqu'un a essayé de parler? Non? Quelqu'un a éternué, mais... Ah, pardon. Je pensais qu'il y avait une question. Vous pouvez m'arrêter. Donc, comme ça, on voit qu'en combinant la fluorescence, la diffraction avec la tomographie, eh ben, on va pouvoir accéder, encore une fois, à faire de l'analyse sélective à la fois en structure et en éléments chimiques, et également faire de l'imagerie. Donc, c'est une technique qui n'est pas neuve, hein, qui a été déjà, on va dire, mis en œuvre à l'ESRF dès les années, voilà, là c'est un public qui date de 98, donc sur la ligne ID17 de l'ESRF. Donc, les premières manips qui ont été tentées comme ça, c'était sur une côte d'agneau. Donc, ils avaient travaillé à haute énergie, 60 et 80 keV, avec un faisceau relativement gros. De toute façon, l'échantillon est gros. Et en faisant exactement ce que je viens d'expliquer, donc ils ont translaté l'échantillon et fait tourner dans le faisceau, ils ont réussi comme ça à obtenir différentes images. Donc ça, c'est juste donc, une image, comme on a dit, qui utilise juste l'absorption des photons lisse à travers la matière. Donc c'est comme si on avait fait une radiographie à 60 keV. Et puis à 80 keV, ils ont réussi à obtenir ces différents signaux et à séparer à la fois le muscle de l'os avec le gras. Et à chaque fois, ils ont pu recréer une image qui localisait ces différents matériaux dans cette côte d'agneau. Donc nous, on va faire ça, mais pas sur une côte d'agneau, mais sur on va avoir des micro-fragments qui ont été donc prélevés sur donc ce type de sculpture. Donc, ce type de sculpture, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais peut-être revenir là, donc c'est des sculptures médiévales qui datent de la fin du Moyen-Âge et qui sont très caractéristiques de la production qu'on peut trouver dans l'ancien duché de Savoie. Et dans cette production de l'ancien duché de Savoie, on va voir que ces sculptures portent des décors très spécifiques qu'on appelle des brocarts appliqués. Alors, j'ai juste mis cette diapositive pour qu'on ait à l'esprit et que chacun visualise bien ce qu'est un brocart, d'accord? Donc, un brocart, en fait, c'est un manteau. C'était des manteaux, donc ici, j'ai pris comme exemple la tenture de la dame à la licorne, qui est conservée au musée de Cluny à Paris. Donc, si on regarde en fait les vêtements portés par la dame à la licorne, donc j'ai fait juste un zoom ici, et ce sont des manteaux en fait qui étaient rebrodés de fils d'or et d'argent. Donc, la plupart du temps, c'est des manteaux en soie. Et on voit qu'effectivement, la broderie va recréer souvent des motifs qui sont la plupart du temps floraux. Et c'était des manteaux qui étaient très, très à la mode à la fin du Moyen-Âge
tellement à la mode que les gens qui commandaient des sculptures, voire même d'autres types de supports, des peintures murales, ont demandé aux artisans du Moyen-Âge de reproduire en fait ces brocards sur des sculptures, des peintures murales, etc. Et donc, c'est ce qu'on appelle des brocards appliqués. Donc, le brocart appliqué, c'est juste l'imitation, essayer de trouver une technique pour imiter ces tissus et les motifs de ces tissus sur d'autres supports. Donc, c'est ce que j'ai mis ici sur cette diapositive. Hein. Le problème qu'ont eu à se poser, c'est les artisans, c'est comment arriver à imiter l'aspect de ces brocards et donc arriver à recréer l'aspect en particulier de relief hein, des fils d'or qui étaient donc brodés. Donc, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites, en particulier parce qu'il y a des brocards appliqués sur des sculptures qui sont très bien conservées aux Pays-Bas. Donc, il y a eu tout un travail très exhaustif qui a été fait et publié en 2011. Et voilà, on a retrouvé, en particulier en lisant aussi des textes anciens, en quoi consistait cette technique. Donc, d'abord, c'est résumé ici, d'abord, il fallait graver un moule, on pense en bois. Ensuite, il fallait venir presser une feuille d'étain dans ce moule. La feuille d'étain vient complètement donc suivre le relief du moule. Ensuite, on remplit ce moule pour retrouver une surface plane avec un matériau de remplissage organique, de la cire ou de l'huile saponifiée, on ne sait pas exactement, donc c'est ce qu'on voit là. Ensuite, on démoulait le tout, donc finalement la feuille d'étain, on va dire, a été renforcée avec ce matériau de remplissage et on vient apposer, coller finalement le brocart appliqué sur un support, par exemple une sculpture. C'est ce qu'on voit ici. Éventuellement, on ajoutait une feuille d'or et éventuellement des pigments. C'est ce qu'on voit ici. Donc finalement, quand on regarde la stratigraphie, par exemple, on prend un prélèvement, on lui fait une coupe transverse, on s'attend à voir tout ça, un vrai matériau multicouche. Donc là, ici, le support, donc la plupart du temps, les sculptures sont en bois. Ensuite, une couche de préparation, ensuite, souvent un adhésif, la matière de remplissage, la feuille d'étain donc, qui suit le relief et qui va donc donner l'impression qu'on a affaire à un fil rebrodé, et puis éventuellement un adhésif, le feuille d'or, et puis des pigments. Donc, donc l'idée, c'était, comme je vous disais, dans ce projet Patrimal, d'essayer de regarder plus précisément des productions qui sont donc associées à des ateliers qui devaient exister dans l'ancien duché de Savoie, probablement à Chambéry. Et qui donc, c'est toutes ces sculptures, donc maintenant on a 18 statues dans le corpus, toutes ces sculptures on s'est aperçu qu'elles portaient des brocards appliqués, ce qui était très peu connu jusqu'à présent et qui pourrait vraiment signer des productions fin du Moyen-Âge de ces ateliers. Donc on essaye finalement de trouver des savoir-faire qui pourraient être spécifiques de cette région-là. Donc actuellement, une partie de ces sculptures sont exposées dans une exposition qui a lieu au musée Château d'Annecy, donc qui s'appelle Pietà dans l'atelier des sculptures savoyards à la fin du Moyen-Âge. Malheureusement, cette exposition qui devait ouvrir en décembre et fermer en mars, pour l'instant, n'est pas accessible au public. Voilà, donc c'est dommage. Donc, il y a toute une partie qui, en particulier, est sur l'étude scientifique qu'on a faite, ces Pietà dans le cadre de Patrimal, mais il y a le projet d'une visite virtuelle. Donc, si vous allez voir sur le musée Château d'Annecy, donc sur le site, peut-être qu'il y a déjà des éléments que vous pouvez voir. Donc, je ne vais pas vous présenter bien sûr les résultats sur toutes ces Pietà, il y a encore des résultats qui sont en cours, mais je vais vous montrer alors, la plus belle des œuvres qui est celle-ci. Donc, on l'a déjà aperçue tout à l'heure, donc une Vierge de Pitié qui est donc conservée au musée savoisien, datée du fin 15e, début 16e siècle. D'accord, donc on a une scène très classique, donc voilà la Vierge qui porte donc le Christ, et de chaque côté, on a deux personnages, Saint Jean et Sainte Marie-Madeleine.
Donc, les brocards appliqués qu'on observe dans l'ancien duché de Savoie sont souvent très dégradés, malheureusement. Alors, je vous ai montré le plus impressionnant qu'on avait. Donc, c'est sur ici la robe de Sainte-Marie-Madeleine. Vous voyez, si on regarde précisément, on voit, je pense, ici, effectivement, les micro-reliefs qui attestent donc de la présence de ces brocards appliqués. Ici, on a fait une photo qu'on a retouchée en noir et blanc pour bien mettre en évidence les motifs. Et puis, bien sûr, il y a tout un travail qui est fait, en particulier par les historiens de l'art, qui cherchent à retrouver le motif et à, bien sûr, le comparer avec d'autres supports. Donc ça, c'est le plus bel exemple qu'on a. Donc, on a fait des études sur cette vierge-là, mais ce n'est pas celle que j'ai choisi de vous présenter, puisqu'on a bien sûr des cas qui sont beaucoup plus difficiles. Donc là, c'est une autre vierge de Pitié, donc vous reconnaissez la scène, c'est voilà, qui est classique avec les mêmes personnages, datée à peu près de la même époque. Donc ça, c'est une sculpture qui est conservée au château de Montretier, donc en Haute-Savoie vers Annecy, qui est un château très intéressant. Et donc, on a été autorisé à faire des micro-prélèvements, donc 6, qui sont localisés ici. Et je vous les ai présentés ici, donc orientés différemment à chaque fois, avec l'échelle, pour vous montrer effectivement qu'on travaille sur des micro-prélèvements. Donc ensuite, je vais surtout vous regarder ce qui se passe pour ce fragment-là. Bien sûr, je ne vais pas passer tout en revue. Donc, comme je vous l'ai dit, sur ce type de fragment, on va faire une expérience qui associe à la fois la fluorescence, la diffraction et la tomographie. Donc, on travaille sur la ligne D2AM, qui est donc une ligne CRG à l'ESRF. Donc, voici le fragment que je vous montre. Donc, on fait à la fois tourner et translater dans l'échantillon. Donc, j'ai mis quelques conditions expérimentales ici. Donc, on a travaillé avec des photons X de 20 kilo électronvolts, donc ça correspond à 7 longueurs d'onde. On a un flux de 10 puissance 10 photons par seconde. On a un relativement petit faisceau. On pourrait avoir plus petit, mais sur des 2AM, on n'arrive pas à faire mieux pour l'instant. Et on a donc monté l'échantillon juste, alors il est là, je ne sais pas si vous voyez. Donc, on a le faisceau de rayons X qui arrive là, synchrotron. On a la tête goniométrique avec l'échantillon qui est juste fixé sur un coin au bout d'une tige. Voilà, c'est ce qu'on voit ici. Ici, on a le détecteur de fluorescence X et ici, on a le détecteur de diffraction. Donc, on tourne de manière continue, on fait tourner l'échantillon de manière continue. On prend des données tous les 2 degrés, donc on a 180 rotations, et on fait donc translater l'échantillon dans la direction X, et on a comme ça, suivant la taille de l'échantillon, entre 40 et 80 points en translation, donc pour une hauteur donnée. Ce qui fait qu'à la fin, finalement, on a entre 7 et 15 000 spectres de fluorescence et autant de diagrammes de diffraction pour une hauteur, une couche donnée. Et ça prend à peu près 2-4 heures. Et à la fin, si on veut par exemple sonder le microfragment à 3 hauteurs et reconstruire 3 couches différentes, voilà, on a entre 20 et 50 000 spectres diagrammes. Donc après, il faut arriver à traiter tout ça. Donc, je vais vous montrer juste un exemple de résultat en fluorescence. Donc, voici, j'ai pris ici 8 spectres de fluorescence qu'on avait obtenus sur ce micro-fragment. Donc, on a ici le nombre de photons X, ici leur énergie. Et si on regarde plus précisément cette région, donc dans cette région, on peut identifier une raie caractéristique, une raie d'émission caractéristique du calcium et une raie caractéristique de l'étain ici. Donc, je vous rappelle, les brocards appliqués, c'est l'élément essentiel, c'est cette feuille d'étain qui porte le motif. Donc, on peut déjà voir qu'on a bien effectivement présence d'étain. Et puis, si on regarde, on a finalement une variation sur donc, le calcium, l'étain, mais aussi le fer, le mercure, le plomb, l'or et la dorure, parce qu'ici, on a des dorures avec des feuilles qui associent le plomb et l'argent. Donc là, on identifie
les différents éléments chimiques. Et si on arrive à modéliser un spectre de fluorescence, donc là, on a pris en compte les différentes émissions, les différents éléments chimiques en présence, et on voit que ici, voilà, c'est en rouge ici, la ligne rouge, c'est le modèle. En noir, c'est les données. On voit qu'on arrive à modéliser très fidèlement les données et donc on peut également quantifier donc les différents éléments chimiques. Donc, qu'est-ce que ça donne sur notre petit fragment? Donc, j'ai juste pris l'exemple d'une couche ici. Et bien, après traitement des données, donc je vous passe tous les détails, on va pouvoir reconstruire ces images. C'est ça qui nous intéresse. Donc, ici, on a reconstruit, par exemple, le signal du calcium, ici du mercure, ici du plomb, de l'étain et de l'or. Et si on combine tout ça, toutes ces images, eh ben, on voit qu'on a déjà accès à la stratigraphie, donc les différentes couches de l'échantillon. On a ici la première couche qui est la couche de préparation à base de calcium. On a ici la couche colorée qui contient du mercure et du plomb. Et puis, on a le système Brocard en lui-même, qui est, on a dit, caractérisé par la présence d'étain et d'une dorure à base d'or et argent. Voilà côté fluorescence. Côté diffraction, j'ai juste pris un exemple sur un diagramme et comment on le traite. Donc, voilà le diagramme de poudre qu'on obtient, donc relativement compliqué. On identifie les phases, donc ici, elles sont indiquées, on en a 10, d'accord? Et on peut, en faisant ce qu'on appelle de l'affinement de Rietveld, rentrer la structure de différentes phases et puis modéliser, affiner un certain nombre de paramètres pour, pareil, arriver à avoir l'accord le mieux possible entre les données en rouge, le diagramme calculé en noir, et donc remonter ici aux différents pourcentages massiques des différentes phases. Et pareil, si on reconstruit l'image à partir donc, de ces données de tomographie en diffraction, donc là, je vous ai mis directement l'image totale avec les différents codes couleurs. On peut aller plus loin dans la description puisque ici, on a vu en fluorescence une couche qui était riche en calcium. Et ben, on peut ici dire qu'en fait, c'est du gypse. D'accord? Ensuite, on voyait qu'ici, on avait une couche colorée riche en mercure et en plomb. On peut dire que là, c'est un mélange de cinabre, sulfure, de mercure et de blanc de plomb. Et puis, dans le système Brocard, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'en fait, la matière de remplissage, c'est de la cire. Et puis, qu'on a ensuite une feuille d'étain, mais en fait, on n'a plus du tout d'étain métallique, mais seulement des oxydes d'étain, et puis une feuille d'or. Et voilà. Donc voilà, je m'arrêterai là. Je voulais juste voilà, vous donner un exemple et vous montrer jusqu'où on pouvait aller. Donc bien sûr, on est en train de faire ce travail sur l'ensemble des microfragments, l'ensemble des sculptures, pour essayer d'arriver à des conclusions, on va dire, utiles pour nos collègues, en particulier restaurateurs, conservateurs et d'histoire de l'art. Donc si je conclus, on voit qu'on a donc une technique d'imagerie non destructive qui peut aller jusqu'à recréer des coupes et puis donc si on fait plusieurs coupes, des volumes. On est en train également à l'Institut Néel de développer toute une méthodologie de traitement de données puisque vous voyez qu'on a à chaque fois énormément de données. Donc on essaye actuellement de développer des scripts pour faire de l'analyse semi-automatique. Et donc, on a comme ça un outil très intéressant pour donc, décrire ces matériaux très hétérogènes qui sont souvent rencontrés dans le patrimoine culturel. Et bien sûr, on est en train de comprendre un peu mieux toute cette technique du brocard appliqué et de voir qu'il y a effectivement des spécificités dans l'ancien duché de Savoie et donc dans les ateliers locaux, en particulier sur la couche de remplissage, là, le matériau de remplissage. On a des mélanges cire-huile qui ne sont pas des... Ah, j'ai une coupure là. C'est la troisième coupure pour moi. Dans d'autres régions, également sur le travail, toute on va dire l'analyse, on va dire semi-automatique de ces données. On essaie de faire de l'analyse multivariée
en particulier basée sur l'analyse de composantes principales pour arriver plus vite à sortir l'information pertinente. Et puis, on essaye de faire aussi des mesures avec un plus petit faisceau, puisqu'on voit que là, dans certaines couches, on est un peu limité par la taille de notre faisceau. Et puis, dans le futur, c'est ce que j'ai dit, en fait, avec la nouvelle source de l'ESRF, qui a une brillance qui est supérieure de 100 fois celle avec laquelle on avait travaillé, on va encore réussir à acquérir encore plus de données, donc avoir encore plus de mal à les traiter. Et on aimerait bien travailler, on va dire, en utilisant l'intelligence artificielle et d'essayer d'avoir, encore une fois, des procédures de traitement de données qui soient plus efficaces et les moins manuelles possibles. Merci beaucoup. Voilà, moi, je voulais juste dire merci à tous les collègues qui ont travaillé avec moi. Voilà, en particulier donc les gens d'Arc Nucléaire et puis bien sûr les gens de l'ESRF et du pôle CRG et du pôle Express de l'Institut Néel. Voilà, un grand merci. Et puis, s'il y a des questions, bien sûr, j'y répondrai bien volontiers. Voilà, merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Et donc, je pense qu'il y aura des questions. Donc, qui c'est qui veut commencer? Alors, attendez, je regarde mon écran. J'ai une petite question. Voilà, oui. Vous dites qui vous êtes parce que je ne vois pas bien sur le... C'est trop petit pour moi, je ne vois pas qui parle. Là. Oui. Allez-y. Il n'y a plus de son. Tu as coupé, vous avez coupé votre micro. Je pense que celui qui parlait a coupé le micro, là. Désolé. Du coup, ma question ne concerne pas spécifiquement la science que vous nous avez présentée, mais plutôt comment est-ce que en fait, une scientifique comme vous est amenée à travailler avec des historiens de l'art? Est-ce que c'est des ponts qui se font naturellement? Ou est-ce que c'est par des connaissances? Est-ce que c'est un réseau? Je suis interloqué par ça. Oui, c'est une très bonne question. Alors, de plus en plus, on essaye quand même, on est amené à travailler en interdisciplinarité entre plusieurs disciplines. Il y a quand même, donc j'ai cité par exemple l'appel à projet Patrimal qui a été financé par l'IDEX UGA, était spécifiquement un programme qui s'appelait CDP, donc pour Cross Disciplinary Program. Donc on est quand même amené de plus en plus à travailler en interdisciplinarité parce qu'on s'est aperçu que finalement ça permettait d'aller plus loin dans les recherches si on se mettait et si on imaginait les projets de recherche dès le départ interdisciplinaires. On avait plutôt tendance, nous, les physiciens ou physico-chimistes, à intervenir un peu à la fin des projets de recherche, c'est-à-dire qu'un archéologue ou un historien de l'art avait un problème sur l'altération d'un pigment ou une datation. Il faisait ses recherches, puis au bout d'un moment, il disait tiens, peut-être que je vais demander des analyses. Donc, on arrivait un peu on va dire, expert à la fin, sans avoir forcément à avoir en tête globalement le projet. On essaye de plus tellement faire ça maintenant, mais vraiment de tous collaborer dès le départ. Ça permet de presque produire une autre science. Donc, ça va dans ce sens-là. C'est encore assez difficile parce que, en fait, dans la manière dont on est formé et dans la manière dont on est recruté, on est souvent très attaché à des disciplines. C'est un peu le problème, mais les choses sont en train un peu d'évoluer. Donc, moi, en fait, j'ai fait des études de physique complètement classiques. J'ai fait, à l'époque, ça s'appelait un DEA, un Master 2 recherche dans sciences des matériaux. Et j'ai toujours voulu travailler en lien, en fait, avec le patrimoine et les matériaux anciens. Et donc, j'ai fait une thèse, donc, comme disait Laurent, au Louvre, au Centre de recherche et de restauration, qui est un laboratoire des musées de France, qui est un laboratoire associé et sous le musée du Louvre. Voilà, donc il y a quand même comme ça des possibilités de travailler quand même comme ça avec d'autres disciplines. C'est au niveau de ta thèse que tu as bifurqué. C'est au niveau de ta thèse que tu as choisi de faire ça, quoi. En fait, même dans les stages avant ma thèse, j'avais un peu bifurqué. Voilà. Donc, moi, j'accueille des stagiaires qui sont effectivement des gens plutôt physiciens, physico-chimistes au départ, sur ce genre de sujet, bien sûr. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais... Si, merci, c'est une super réponse. Merci beaucoup. C'est vachement encourageant, du coup. Oui. Cette tendance à la transdisciplinarité qui s'installe, c'est une bonne chose.
Voilà, donc on essaye aussi au sein de l'UGA de proposer un peu plus des choses. Donc moi, je vais par exemple intervenir dans le master aussi d'histoire de l'art. Voilà, on essaye petit à petit d'essayer de former, en tout cas sensibiliser les jeunes chercheurs à ce genre d'approche. Super. Bah, merci beaucoup en tout cas. Moi, j'avais une autre question, c'est plus sur la technique. Oui. Quand vous faites une sélection des pics de Bragg, après, vous parlez de technique inverse, mais il y a quelque chose que je n'ai pas compris, parce que j'ai l'impression que vous vous basez sur une image que vous avez reconstruite et vous faites l'inverse sur l'image que vous avez reconstruite. Oui, c'est ça en fait. Voilà, ça permet en fait d'utiliser la sélectivité en fait de l'image. Donc effectivement, alors je vais peut-être me remettre sur je ne sais pas si vous voyez toujours l'écran. Du coup, on arrive à avoir plus de précision sur l'image qu'on a reconstruite. En fait, c'est surtout qu'ici, voilà, c'est de ça dont tu parles. Oui, hein. ça, En fait, ça permet ici d'être sélectif. Tu vois, ici, si tu prends le signal de l'ensemble du signal diffracté, tu as ça, d'accord, le diagramme somme. Si ensuite tu choisis ici juste un pixel dans ton image, tu vas en fait reconstruire quelque part juste le signal de diffraction qui naît de ce voxel, de ce volume-là. Et donc, ça permet d'être beaucoup plus, de rendre la technique beaucoup plus sélective. Tu vois, par rapport à la différence entre ici et ici, c'est qu'ici, j'ai reconstruit, donc c'est quelque chose qui est reconstruit, hein, c'est pas mesuré, d'où les choses un peu, les pics un peu négatifs qui apparaissent là. Mais on voit quand même qu'on reconnaît très bien la signature, mais cette fois du cinabre tout seul. D'accord. D'accord ? Oui. Donc, voilà, c'est le traitement de données qui permet d'être sélectif à ce niveau-là. Et donc, comme je le disais, ça, c'est vraiment intéressant parce que normalement, en diffraction, c'est vrai qu'on est c'est une technique qui est dite souvent peu sensible, hein, en ordre de quelques pourcents. Ici, donc, il y a des auteurs qui ont montré qu'en faisant ce type de traitement de données, on pouvait aller jusqu'à des sensibilités de l'ordre de 0,1%. Donc, c'est intéressant parce que quand on recherche des savoir-faire anciens, des recettes anciennes, c'est souvent les impuretés en fait qui vont être très intéressantes. Donc d'avoir une technique aussi sensible, ça permet de mettre en évidence des phases mineures qu'on n'aurait pas vues en regardant le signal dans son ensemble. D'accord, ok, merci. Donc voilà, si ça t'intéresse, il y a des publications qui précisent, on va dire, ce passage de là à là. Éventuellement, si ça t'intéresse, je pourrais te les envoyer ou tu peux les trouver relativement facilement sur le web, je pense. D'accord, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'ai une question auquel tu as dû répondre, mais j'ai dû zapper. C'est quand tu cherches un composant, tu commences à taper où tu pars pas au hasard quand même, tu as une idée d'où il faut chercher, non? Alors oui, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, quand on prend les micro-fragments ici, il y a d'abord tout un travail qui est fait, justement en association avec les restauratrices conservatrices d'arc nucléaire, qui, elles, savent déjà lire, en fait, on va dire, la stratigraphie carrément à l'œil. D'accord? Donc, elles savent, en regardant l'échantillon, donc je peux peut-être revenir quand je présentais, non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Quand je montre les différents échantillons ici, voilà, déjà, donc, sur l'œuvre, elles savent reconnaître, on va dire, ce qui pourrait être des traces d'un brocard appliqué. Donc, elles ont l'habitude, avec des loupes binoculaires et des microscopes, en regardant très finement l'aspect de la surface des œuvres, elles sont capables de repérer, on va dire, les zones d'intérêt. Ce que je ne vous ai pas dit là, parce que c'était technique synchrotron, c'est qu'on a aussi tout un travail préalable qu'on fait maintenant grâce à des instruments mobiles. Donc, on a développé en fait à l'Institut Niel un instrument mobile qui permet de faire de la diffraction et de la fluorescence donc directement sur les œuvres.
Et donc, ça permet aussi, quand voilà, on suspecte qu'il y a la présence, par exemple, d'un brocard appliqué, d'aller vérifier d'abord, avant de prélever, qu'effectivement, il y a bien la présence de cette feuille d'étain. Et ensuite, on prélève, donc c'est bien sûr les restauratrices conservatrices qui prélèvent, et elles ont déjà une idée en regardant, en se servant, on va dire, de lacunes dans la polychromie ou de zones abîmées, elles ont déjà une idée de la stratigraphie et des couches qu'on va trouver. Donc ensuite, nous, on ne travaille pas complètement à l'aveugle, bien évidemment. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oh, oui. On est beaucoup aidé par la connaissance qu'elles ont de l'œuvre au départ. Surtout que certaines de ces piétas, elles les ont restaurées, ou en tout cas, elles ont fait des constats d'œuvre. Donc, elles ont déjà travaillé dessus et en fait, elles les connaissent déjà bien. Donc, en discutant avec elles, on a des pistes pour savoir ce qu'on cherche. Et quand elles restaurent, elles reprennent des pigments en fonction de ce que tu as établi, ou ils reprennent, par exemple, ils arrivent à refaire des pigments d'époque, ou c'est un truc qui... Alors, les pigments, en fait, sont relativement bien connus. Fin du Moyen-Âge, la palette de pigments est relativement bien connue. Non, par contre, ce qu'on est en train d'essayer de faire, là, c'est d'essayer de comprendre, vu qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait plus du tout d'étain métallique, mais que tout avait été transformé en oxyde d'étain. L'idée, c'est de voir si on va dire les produits de restauration qu'elles utilisent d'habitude ne vont pas justement interagir spécifiquement avec ces oxydes d'étain, puisque évidemment, on va avoir une interaction différente que celle qu'on pouvait avoir avec la feuille métallique. Donc, on est en train de faire des tests. Donc, ça, voilà, ça sert à ça. Maintenant qu'on sait comment finalement cet étain s'est dégradé, on a aussi des éléments de Et est-ce que, par exemple, tu peux redonner la couleur à l'œuvre au départ? Alors, ça... Comme tu sais comment ça se dégrade, est-ce que tu peux dire, voilà, à l'origine, c'était tel matériau, donc il devait être de telle couleur? Oui, c'est une très bonne question. Donc, alors ça, maintenant, les restauratrices conservatrices, c'est plus du tout ça. Enfin, il y a quelques années, on essayait effectivement de recréer, on va dire, l'aspect visuel original que pouvait avoir l'œuvre. Là, maintenant, la politique, c'est de conserver l'œuvre, éventuellement d'enlever des repeints quand ils sont vraiment datés et très récents, mais c'est tout. Par contre, dans Patrimal, on travaille avec des informaticiens qui sont spécialistes en fait de restitution d'images photoréalistes, et effectivement, ils sont en train d'essayer de recréer l'aspect que pouvaient avoir ces sculptures si on enlève les repeints et que effectivement les oxydes d'étain, on les remplace par une feuille d'étain avec un éclat métallique. Mais c'est des restitutions virtuelles. Je pense, par exemple, sur la photo que tu montres là, elle n'aurait pas cette couleur à l'origine. Ah non, là, en plus, celle-ci, elle est très, très largement repeinte. Elle a été repeinte au 19e, doublement. Donc là, pour arriver à voir effectivement et mettre en évidence les traces de brocart, c'est très difficile. Et effectivement, l'aspect de l'œuvre, au départ, n'était absolument pas celui-là. Donc, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Voilà. D'accord. Ok. D'autres questions? Non? Écoutez, je remercie Pauline. Et puis, je voulais... Alors, il y a encore 2 séminaires qui restent. Donc, il y en a un sur... alors, je ne sais plus le thème. Et dans 2 semaines, il y en a un qui sera donné par un de vos anciens coreligionnaires, qui sera sur... Alors, quelqu'un qui travaille actuellement en physique appliquée, mais qui a fait votre master et une thèse avec moi en physique fondamentale. Donc, l'idée, c'est un petit peu de montrer qu'on peut faire de la physique appliquée après avoir fait de la physique fondamentale. Voilà, et je vous invite à venir à ces 2 séminaires, parce que là, il manquait déjà un peu des gens. Donc, je sais que vous êtes fatigués, mais voilà, il reste 2 séminaires, ils sont toujours obligatoires, et vous aurez, c'est toujours pareil, un oral là-dessus. Alors, il y a monsieur Francisco Versetti, à qui j'avais envoyé un petit MP, là, s'il peut m'y répondre avant de partir. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et puis bon courage pour la suite. Et puis si vous voulez me joindre pour une raison ou pour une autre, vous savez où je suis. Voilà, bon courage, bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci pour l'invitation. Bonne soirée, Pauline, merci. Tu penses à mes transparents, Pauline? Oui, je le fais.